c'est ce chien, je le cherche partout. Oui, non, c'est ce chien, il va me rendre fou. Alors, des animaux qui disparaissent et qui se perdent, Oui. et non pas que l'on perd, ça c'est une autre saison quand on les retrouve sur les bords de l'autoroute, mais ça c'est de la faute des propriétaires. Là, il s'agit d'un animal qui s'est perdu. Alors, comment on peut le retrouver? Je dirais facilement non, mais enfin le retrouver déjà, c'est pas mal. Alors, juste avant de vous donner une idée, cette solution innovante, un chiffre, William. C'est un sondage très récent qui a été fait par le Fichier national d'identification des animaux domestiques. 24% des propriétaires de chiens ou de chats déclarent avoir un jour perdu leur animal. Donc, c'est vraiment un problème qui concerne tout le monde. Vous savez qu'on a 11 millions de chats environ, pas loin de 10 millions de chiens. Donc, c'est vraiment une vraie problématique de société aujourd'hui. Une jeune start-up basée dans le sud-ouest de la France a inventé un système et une solution très pratique. Ce système, c'est une balise GPS. Alors vous allez me dire, oui, ça c'est pas nouveau, on a déjà vu. L'intérêt de cette balise GPS, c'est que d'abord, elle est d'utilisation gratuite. Vous achetez la balise GPS, mais ensuite, pour l'utiliser, vous n'avez pas besoin de payer pour télécharger l'application, c'est absolument gratuit. Et elle est utilisable dans 80 pays. Alors là encore, je fais les questions et les réponses. Vous pourriez me dire, oui, 80 pays pour votre chien ou Non, pour vous me votre dites chat. si vous avez besoin de questions, parce que sinon, en général, vous débrouillez très bien. Oui, je Mais si vois. vous avez besoin Écoutez, de je questions. fais le job, non? Vous allez me dire donc que pour un chien ou pour un chat dans 80 pays, ce n'est pas très utile. Mais l'intérêt de cette balise GPS, c'est que non seulement elle peut être mise sur le collier de votre chien, par exemple, c'est pour ça que moi j'en parle, mais elle peut aussi être mise sur votre valise. Si vous voyagez, imaginez, vous prenez un avion, vous mettez cette balise dans votre valise et votre valise est perdue. Vous ne savez pas où elle est. Eh bien, grâce à cette balise GPS et grâce à l'application qui est gratuite, vous allez pouvoir la retrouver. Même au travers de la valise. Exactement. C'est absolument génial. On y va, on part dans le sud-ouest. On achète la balise dans le commerce à un prix de 99 €. Ensuite, on télécharge l'application mobile, on associe la balise sur notre compte utilisateur et ensuite on l'utilise. Les différentes utilisations possibles de la balise, ça va être de définir une zone sur une carte. Si la balise sort de cette zone, je vais être alerté. Notre utilisation, ça va être le rafraîchissement de position continu, savoir où est-ce qu'elle est à n'importe quel moment de la journée. Et dernière utilisation, si ma balise bouge, je suis directement alerté. On peut positionner la balise Sikios sur beaucoup de choses, les biens et les personnes. Les personnes âgées atteintes d'Alzheimer, les enfants. Au niveau des biens, il y a les bagages, les voitures, véhicules. Il y a aussi tout le marché des animaux de compagnie. Prenons un cas d'exemple d'utilisation de la balise. J'ai un chien, j'achète la balise, il y a un support. Donc je vais mettre la balise dans le support sur le collier du chien. Et ensuite, sur l'application mobile, je vais pouvoir configurer un mode zone. C'est-à-dire que je vais délimiter une zone. Et si le chien sort de la zone, sort de mon jardin, je vais être alerté. Je vais être alerté sur mon application, mais aussi je peux alerter d'autres personnes en configurant des alertes par email. On a développé une fonction SOS sur la balise. Concrètement, vous pouvez la donner à votre enfant. Si jamais il lui arrive quelque chose, avec 3 appuis courts, il va pouvoir vous informer que quelque chose ne va pas. On est vraiment une balise GPS, utilisable dans 70 pays et surtout entièrement gratuitement. Et donc, une fois que vous achetez votre balise, vous n'avez rien à payer mensuellement. Il y a beaucoup de balises sur le marché dont on entend parler, qui se prétendent comme être des balises GPS, mais qui n'en sont pas. C'est des balises Bluetooth, c'est-à-dire que ça fonctionne à 30 mètres d'un téléphone. C'est-à-dire que si on est à plus de 30 mètres, on ne va plus pouvoir les localiser. Tandis que la nôtre, voilà, c'est dans 70 pays, on va pouvoir la localiser. Si quelqu'un vole votre sac à main et vous avez votre balise dedans, il prend l'avion et part aux États-Unis, vous êtes capable de le localiser là-bas.
Et c'est le jeune homme que nous venons de voir qui Oui, a inventé ça. c'est le cofondateur de ce système. Vous voyez comme quoi on peut être particulièrement Et quel âge il a innovant, entre, extrêmement jeune. Il a 20 ans autour, Il non est très jeune, oui, effectivement. Donc Bon. cette balise GPS sur votre chien, sur votre scooter, dans votre voiture, dans votre valise, dans la poche ou le sac à main de votre femme, c'est comme vous voulez. Dans le manteau de votre mari, etc. Exactement, etc. bien Ça sûr. dépend de l'usage que Bien vous voulez sûr, en faire. tout à fait. Merci beaucoup à toutes. Hang up the chick habit, hang it up, daddy, or you'll be alone in a quick. Hang up the chick habit, hang it up, daddy, or you'll never get another fix. I'm Bon. telling you it's not a Ça se passe dans l'arène de Bercy. Et c'est du tennis. Il y avait des Français, il n'y en a encore pas beaucoup. Il y en avait 4 hier. Oui. Il en reste un. Ah. Voilà, il y en a Non, mais 3 enfin, qui sont tombés sur les 4, il y en a 3 qui sont tombés. sur des peut-être. grosses pointures. Bon, Voilà. voilà. Et il y en a un qui s'est bien défendu face à une grosse pointure. C'est Joe Wilfried Tsonga qui lui était face à Ken Nishikori. Ah oui. Voilà. Et c'est lui qui s'en est sorti. Oui, oui. Donc on regarde ce qui s'est passé. En plus, c'était un adversaire avec qui il n'avait pas tout. Ah bah oui, justement, je vous explique tout ça. C'était le seul Français donc à être qualifié pour les quarts de finale. Wilfried Tsonga, il est 13e mondial. Il a réussi à se défaire du japonais Nishikori, 4e du classement. Les deux garçons en fait se rencontraient pour la 8e fois et c'est la 3e fois ici. Avantage aux japonais qui menaient 5 victoires à 2, dont 2 à Bercy. Et si le français a souffert dans le premier set, écoutez-moi bien, il a quand même perdu 6-0. Il a réussi à renverser la vapeur et à sauver 2 balles de match. Il emporte les 2 manches suivantes, 6-3, 7-6. C'est la 5e fois que Tsonga se hisse ici en quart et il affrontera le Canadien Raonic, numéro 5 mondial. Lucas Pouille, lui, est 17e du classement et il n'a rien pu faire face au Britannique Andy Murray, actuel numéro 2, finaliste ici l'an dernier. Rappelons que Lucas Pouille n'était que 91e mondial fin janvier, donc il a fait une excellente année qui s'achève donc sur cette défaite 6-3, 6-0 en 1h12. Et Murray, lui, sera opposé à Thomas Berdych, tombeur d'un autre Français, Gilles Simon. Encore un Français qui tombe, c'est Richard Gasquet, Soul Sock, Jack Sock, l'Américain vainqueur de leur duel 6-2. Oh, elle est pas bien celle-là, ok d'accord. 6-2, 3-6, 7-5, je la referai plus tard. Jack Sock, 24e mondial, semble infatigable, écoutez-moi bien. Il a, lors des 32 derniers jours, il a quand même disputé 31 matchs avec les doubles inclus, donc il s'est reposé que 6 fois. Hein. Et ça c'est Novak Djokovic, qui lui est le patron du circuit. Il a quand même un petit peu souffert face au Bulgare Dimitrov. Le Serbe s'impose 4-6, 6-2, 6-3. Voilà, il défend Son quand gars, même son titre. il a pris une roue de bicyclette quand même. Oui, 6-0 au départ. Pour s'en remettre, pour revenir, il faut avoir un gros mental. Hein. Oui. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du football avec la Ligue Europa, Nice qui a passé une très mauvaise soirée et Saint-Etienne qui s'en est très bien sorti. Regardez, on va commencer par ces Niçois. Donc le négatif pour Nice qui accueillait le RB Salzbourg et tout a basculé à 2 minutes. En 2 minutes, à un quart d'heure de la fin, l'attaquant sud-coréen Lee Chan-wang s'offre un doublé. Tête et tir du bout du pied. Le gardien niçois Cardinal ne peut rien faire. Les Autrichiens l'emportent 2-0. Nice voit la qualification s'éloigner et au prochain match, ce sera face à Schalke 04, premier du groupe. Les Stéphanois, eux, étaient menés 1-0 sur la pelouse des Azerbaïdjanais du FC Kabbalah. Tanan va égaliser avant la mi-temps. Eberic s'offre une belle frappe à la reprise. Victoire 2-1 pour Saint-Etienne qui compte désormais 2 succès et 2 matchs nuls. Toujours en Europa League, Manchester United a passé une mauvaise soirée. Paul Pogba est sorti sur blessure. Je rappelle qu'il y a bientôt des matchs avec l'équipe de France. Les Red Devils s'inclinent chez les Turcs de Fenerbahçe 2-1. Mais le plus beau but de la soirée, c'est quand même celui de l'anglais Wayne Rooney. Voilà, il a égalisé de la plus belle des manières. Et ça, c'est monsieur Adrien Rabiot. Regardez ce visage. Vous l'avez peut-être déjà vu. Il était dans la liste des réservistes de l'Euro. Ouais. Il a été appelé par Didier Deschamps, milieu du PSG, très jeune. Il a 21 ans. Donc, c'est un garçon à suivre. Il sera là pour les prochains matchs de l'équipe de France. On termine avec du hand. Du handball avec les qualifications pour l'Euro 2018 des Français qui débutent très très bien leur campagne européenne. Regardez ce premier match et une première victoire. Alors cet Euro, ça va se dérouler dans 2 ans en Croatie. Les Français affrontaient la Lituanie, ça se passait à Pau. Et les vice-champions olympiques s'imposent très largement face à la Lituanie. 37-20. Et pour terminer, William, de très belles images direction le sud-ouest à Osgore dans les Landes. Regardez du sup,
du stand-up paddle surf debout à la rame. Alors généralement, on vous en montre dans les vagues. Là, ça se passe en longue distance. C'est sur le lac, 12 km. Victoire de Titouan Puyot et Olivia Piana chez les dames. Ils ont tous les deux 25 ans. Ils étaient déjà champions de France. Ils sont tous les deux champions d'Europe. Et testez le stand-up paddle. Il y en a de plus en plus sur les côtes. Et il y aura une très belle course début décembre. C'est le Supari Crossing sur la Seine. On vous montre ça chaque année et j'y serai. Mais la Je forme de la participerai. planche me paraît un peu Elle est très modifiée, effilée. oui. Elle est très effilée justement pour pouvoir aller le plus vite possible. Lorsque vous êtes dans les vagues, c'est un peu plus long avec un avant qui est un peu relevé pour prendre les vagues. Là, c'est très effilé pour tracer le plus droit Il n'y a possible. pas définitivement une forme pour les courses Il y a pour les courses, il y en a une pour les longues distances, il y en a une quand on est à genoux. Il y en a. Non, prenez pas la même celle planche à pour chaque les fois. amateurs. Elle est beaucoup plus large, très très large. Ah. Ouais, voilà. Bon, merci beaucoup. On enchaîne. Le mie mani che scendono giù, la maglietta che scivola via. Alors, il s'appelle Maurizio Catalan, mais ses œuvres les plus emblématiques sont en ce moment réunies à la Monnaie de Paris. C'est quoi, une rétrospective, ça s'appelle comme ça? Oui, c'est une rétrospective et finalement on s'y attendait pas tant que ça parce qu'en 2011 il avait annoncé, après une exposition à New York au musée Guggenheim, après une rétrospective justement, il avait annoncé son retrait de la scène artistique. Et puis finalement on le retrouve en France, il y revient avec ses œuvres les plus emblématiques qui ont déjà fait le tour du monde, qui ont été exposées un petit peu partout et qui retracent vraiment son univers depuis le début de sa carrière dans les années 90 parce que finalement c'est un artiste récent. On va dire, on le connaît depuis une vingtaine d'années à peine, alors qu'il ne fait pas du tout partie. C'est pas quelqu'un qui a appris l'art, c'est pas quelqu'un qui a fait une école. C'est quelqu'un au contraire qui vient un peu de la rue, d'un milieu très modeste en Italie. Et il a commencé par fabriquer des petits meubles en bois qu'il a vendus par-ci, par-là, et ça l'a fait rentrer dans le monde du design, dans le monde de l'art contemporain. Et après, il a surtout des idées des idées provocantes, des idées très drôles, mais des idées tragiques aussi. Attention, parce que son œuvre, au premier regard, on se dit, tiens, c'est rigolo, ce sont des petits personnages en cire, on se dit, pourquoi pas, il y a beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, mais en deuxième lecture, c'est beaucoup plus tragique qu'il n'y paraît. Et vous allez le voir tout de suite. Je vous propose de retrouver la Monnaie de Paris à Paris. Maurizio Cattelan est un artiste contemporain, très célèbre pour ses sculptures, ses œuvres hyper réalistes. Donc on reconnaît très bien de qu'est-ce qu'il s'agit. Et c'est très efficace aussi et très, très puissant parce qu'il traite des sujets que nous partageons, nous avons vécu. Il sort dans les années 90 avec des œuvres très célèbres que nous avons ici à la Monnaie de Paris. Et à la fin des années 90, une œuvre parmi toutes lui donnera la notoriété absolue, qui est la 9e ère. C'est Jean-Paul II bloqué par les jambes à travers une météorite. C'est un artiste qui utilise beaucoup l'ironie. Il est très ironique sur lui-même et en regardant la vie aussi. Il est toujours un peu comique, il est une sorte de bande dessinée aussi, le cheval qui fait des grands sauts et que la tête reste encastrée dans les murs. Notre cheval qui est suspendu mais avec cette grande force de gravité que les pattes sont plus longues que d'habitude. Le premier degré, il est efficace, il est fort, il est immédiat, il est drôle. On a envie de rire, mais tout de suite après, non. Les 9 gisants en marbre de Carrare qui sont dans le cœur de l'exposition, oui, c'est une œuvre très émouvante et très forte et très intense. Si on veut parler d'histoire de l'art, il y a une référence très directe à une grande sculpture qui se trouve à Naples. On retrouve beaucoup la statuaire baroque dans son œuvre. Il raffigurera les mal absolus d'Hitler. On reconnaît tout de suite que c'est lui. On le reconnaît au moment qu'on se rapproche de lui. De derrière, c'est un enfant habillé dans notre époque. Il est à genoux pour se rappeler de ce qu'était Hitler et de ce qu'il a fait en absolu dans le sens du mal. Donc il n'y a pas d'ironie. Il y a l'amplification de la monstruosité de cette personne. Ces personnages, ces sculptures sont des sculptures souvent faites en cire. Donc c'est des œuvres tridimensionnelles et ce sont des autoportraits de l'artiste avec des âges différents. Quelquefois, on met en rapport Maurizio Cattelan avec Caravage parce qu'ils sont très autobiographiques. Donc on peut reconstruire sa vie à travers ses œuvres. Nous avons ouvert les sols pour faire surgir Maurizio Cattelan et qu'il puisse donc rencontrer les visiteurs.
On voit comme son envie de sortir du monde de l'art et en même temps son doute, ses idées du succès, de l'échec qui sont présentes dans son œuvre. La famille un peu de Jeff Koons, c'est souvent ironique. C'est de l'art ou pas, ça c'est à vous de juger. En tout cas, c'est de l'art ou pas, mais en tout provocateur cas, un c'est peu, hein. provocateur, évidemment. Quand on parlait d'ironie, on parlait de provoque, mais c'est un artiste hyper coté à l'heure actuelle. Il y a Oui. son œuvre, on a vu le Hitler qui s'appelle Him, ce petit Hitler à genoux, a été vendu chez Christie's en mai 2016, donc cette année, pour un peu plus de 15 millions d'euros. Vous voyez, donc c'est voilà, c'est On quand sait même qui un a acheté artiste. ça. Qu'est-ce qu'il veut quand, avoir un Hitler dans son salon, un ça- Hitler à genoux? Ça, on ne sait pas. Parfois, c'est des musées aussi, mais ça Oui, bien venait sûr. certainement des collections privées. François Pinault, par exemple, en a beaucoup dans sa collection. Et Il a Catalan, contribué régulièrement. à le faire connaître. Évidemment, Pinault. évidemment, Ouais. quand il avait ouvert sa fondation, la Pointe de la Douane à Venise, Oui. la deuxième fondation après le Palazzo Grassi à Venise toujours, effectivement, dans l'exposition inaugurale, il y avait ce grand cheval au mur tout de suite Avec la dans tête l'entrée. dans le Donc mur, ouais. c'est des œuvres qui sont assez frappantes et c'est pour ça qu'on retient son œuvre là parce que c'est frappant, c'est très visuel ce qu'il fait Catalan et on est content de le revoir parce qu'on pensait du coup ne plus le revoir puisqu'il voulait se retirer. Ce n'est pas le cas. Donc cette exposition est à voir à la Monnaie de Paris jusqu'au 8 janvier, William. Très bien, merci beaucoup. À tout à l'heure. Mais d'abord, direction Londres où nous attend Loïc Delamandé, notre correspondant permanent en Grande-Bretagne. Et on va vous parler là de William Turner. Alors William Turner, c'est le peintre le plus vénéré des Anglais. C'est le plus emblématique, si vous voulez, du classicisme britannique. C'est un homme tout à fait respectable. Oui, mais shocking. Figurez-vous qu'il a une œuvre érotique, ça on ne savait pas. Il a une œuvre érotique assez importante. Alors pourquoi ne la découvre-t-on qu'aujourd'hui grâce à un livre qui sort ces jours-ci. Et pourtant, ça fait 165 ans qu'il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et oui, William, effectivement, William Turner, qui est vraiment le monstre sacré de la peinture britannique. Alors, il y a toujours eu des rumeurs sur le fait qu'il avait eu une œuvre érotique importante, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la mort de Turner en 1851, il y a eu un exécuteur testamentaire, quelqu'un qui s'appelait John Ruskin, qui a très bien fait son travail d'ailleurs. Il admirait beaucoup Turner et il a recensé minutieusement toutes ses œuvres et il est tombé sur toute cette importante œuvre érotique. Il en a été extrêmement choqué et il a clamé, il a dit qu'il avait tout brûlé. Alors, soit il a menti, soit il en a oublié certaines. En tout cas, il y avait bien un certain nombre d'œuvres érotiques qui ont dormi pendant plus d'un siècle et demi à la Tate Gallery, ici à Londres. Alors, certains employés, certains milieux artistiques étaient au courant, mais en tout cas ne le mettaient pas du tout en avant, car, comme vous l'avez dit, c'était so shocking pour la réputation de cette légende qui était Turner. En tout cas, vous allez voir qu'effectivement, ça a un petit peu bousculé les mœurs ici avec la sortie de ce livre, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Laura Calmus et Anto Filippi. Ici, le monde entier vient voir ses chefs-d'œuvre. Ces célèbres marines, où la force des flots semble presque surgir de la toile. Ou ces grandes fresques de la mythologie, avec ce don pour la lumière, qui ont fait de Turner le plus grand peintre britannique. Mais à la prestigieuse Tate Gallery, il faut aller dans les réserves et forcer un peu la main pour avoir le droit d'observer ceci. Les carnets et aquarelles du grand maître, où au détour des pages, on tombe sur des corps nus et des scènes érotiques. Les employés du musée en sont même gênés. Son œuvre est très diverse. Les gens sont intéressés par ses dessins figuratifs et érotiques. Mais ce n'est pas vraiment son meilleur travail. Alain Jobert a réussi à faire le premier livre sur cet aspect méconnu du peintre que les Britanniques auraient aimé garder secret. Turner, c'est un peintre gigantesque. Bon, il a un musée entier à lui seul. C'est un peintre immensément connu. Il est mort dans une gloire quasi universelle. Ce qui est intéressant dans ses dessins anatomiques, c'est surtout son point de vue. Il a toujours un point de vue un petit peu pervers, enfin un peu original. C'est cet aspect un peu ténébreux, le dark side, comme on a dit, de Turner, qui m'a intéressé. Turner dessinait tout le temps et pouvait dans la même journée peindre une église, puis une scène érotique. Ces aquarelles où l'on devine l'ombre de l'homme entrant voir sa maîtresse, ou une femme se rhabillant après l'amour, reflètent sans aucun doute les soirées du peintre qui, comme le veut l'époque, n'a pas hésité à fréquenter auberges de petite vertu et lieux libertins. Si en France, de Courbet à Degas et de Toulouse-Lautrec à Picasso, les œuvres érotiques ne manquent pas, il en va différemment outre-Manche.
On voit des toiles à Orsay ou au Louvre qui sont très explicites, même bien plus explicites que ces dessins de Turner. C'est vrai qu'en Angleterre, peut-être qu'il y a une pudeur un peu plus grande quant à cet aspect de son œuvre. Cette longue période de voile sur les œuvres secrètes de Turner s'explique notamment par la date de la mort du peintre, 1851, en plein cœur de l'époque victorienne, marquée par le retour du conservatisme après le XVIIIe siècle des Lumières. Bon, là, on déboulonne une statue un peu, hein. Cela dit, je ne suis pas bien méchant comparativement à ce que vous disiez dans votre reportage. Il y a bien pire chez nous. Alors, ça dérange un peu les Anglais, ça, pourtant. Ça a été compliqué à faire, ce livre? Oui, William, le livre a été assez compliqué à faire, ce qui est quand même étonnant. On est en 2016 et comme vous le disiez, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein, quand vous allez voir effectivement l'origine du monde de Gustave Courbet à Orsay, en France, c'est quand même encore autre chose. Mais là, oui, ça a beaucoup gêné les Britanniques, certains millions en tout cas. Il devait même y avoir une exposition en France hein, dans la foulée de ce livre. Et bien, cette exposition a été refusée par les Britanniques qui n'ont pas voulu prêter les œuvres. Ça montre à quel point hein, il ne faut pas toucher, il ne faut pas écorné à la légende sacrée de William Turner. Oui, vous pourrez voir le film d'ailleurs qui a été tourné sur sa vie, qui est un film tout à fait intéressant. Merci beaucoup Loïc, bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir. C'était politique hier, c'est politique ce matin, les journaux. Bonjour William, bonjour à tous. Et on va commencer par un titre, c'est le genre de titre dont on ne sait pas s'il est destiné à rassurer ou à faire peur, dont on ne sait pas s'il a été conçu pour informer ou pour faire éclater de rire. Le genre de titre qui dit les choses sans vraiment les dire, tout en les disant un petit peu, qui peut s'interpréter de plusieurs manières. Bref, c'est le titre du jour, une merveille. Voyez-vous ça? S'il est élu en 2017, Sarkozy ne se représentera pas en 2022. C'est magnifique. Cela fait bien sûr référence à sa promesse faite hier soir lors du débat de la primaire de droite. En fait, s'il est élu en 2017, Sarkozy arrêtera donc la politique. Il fera autre chose, de la même manière qu'il avait annoncé qu'il ferait autre chose s'il était battu en 2012. D'ailleurs, il a été battu en 2012 et il a fait autre chose, enfin pendant à peu près 2 semaines. J'exagère un petit peu, sa retraite a duré un peu plus longtemps. Et aujourd'hui, il est donc là, et bien là, le Parisien lui a même mis la meilleure note, 7,5 sur 10 après ce débat. Oui, parce que quand il y a un match, il y a note. Hein. Le Parisien fait comme l'équipe les jours de match de foot. Donc 7,5 parce que contrairement à ce qui s'était passé lors du premier débat, Sarkozy s'était forcé de sourire à la caméra et ça, le Parisien a bien aimé. 6,5 pour Juppé, qui a su encaisser toutes les attaques avec le sourire. 6 sur 10 pour Fillon, précis, carré, il n'était pas venu pour plaisanter, dit le Parisien, qui reconnaît que c'est sans doute le plus fair-play de tous les candidats. Le Parisien note la percée de NKM, percutante, elle a taclé, échangé à couteau tiré avec Sarko, 6,5. 5,5 pour Copé, que le Parisien voit en cogneur, et pour le maire qui a réussi l'exploit de mettre Sarko. Et Juppé d'accord, au moins pendant 1 minute, ils se sont ligués pour le moucher, tant il avait tendance à faire la leçon. Quant à Poisson, il a un peu coulé hier, il n'a pas confirmé la percée réalisée lors du premier débat. Alors le Parisien vote Sarko, ça tout le monde l'aura compris, mais tout le monde n'est pas forcément de cet avis. Loin de là, vous avez le Midi Libre par exemple, qui juge que Juppé est à l'abri et échappe à l'Alali. Le favori des sondages est hors d'atteinte, écrit Jean-Michel Servan. Et puis dans les dernières nouvelles d'Alsace, Didier Rose écrit que Juppé a assuré l'essentiel pour son statut de favori, cassant, mais pas trop. Il n'a pas commis d'impair et s'est présenté en rassembleur, y compris du centre. Sarkozy a donc échoué à renverser la table. Fin de citation. Alors, la primaire, je le rappelle, c'est le 20 et le 27. Si les débats, la presse, les éditos ne suffisent pas pour que vous fassiez une opinion, il vous reste les affiches. Elles sont sorties de l'imprimerie. Alors allons-y, le Figaro les fait analyser par une spécialiste en communication. Alors Juppé, c'est l'affiche la plus old school, nous dit-on. Un cadre dans le cadre, ça fait très années 60. L'homme assume donc son âge, son sérieux, son côté raisonnable. Et puis surtout, il a bien pensé à mettre la petite rosette pour la présidentialisation. Même chose pour Nicolas Sarkozy. La rosette est là aussi. Il se drape fièrement dans les symboles nationaux les plus criants et les plus simples. La France, elle est citée en bas, le drapeau français derrière lui. Fillon, alors là, c'est l'affiche la plus surprenante parce qu'il est différent de son image. Il met en avant 2 mots, courage et vérité. Il sous-entend qu'il veut porter donc un message de rupture à travers ces 2 mots. Le maire, alors là, c'est l'affiche, nous dit-on, la plus anxiogène.
avec cette espèce de plan en contre-plongée, et puis une partie du visage qui est plongée dans le noir. Un peu Star Wars. Oui. Il manque plus que le casque. Hein. Et puis surtout, apparemment, il ne précise pas pourquoi il est candidat, ce qui est très osé, nous disent les spécialistes en communication. Même chose pour NKM. Alors, évidemment, il y a le logo, en quelque sorte, très design, NKM, en haut à gauche. Pas mal. Oui, mais sinon, son nom ne figure pas sur l'affiche et elle aussi ne dit pas pourquoi elle est candidate. Alors, c'est ou de la prétention ou alors c'est de là ne joue pas la victoire, ils reviendront. Oui, et puis regarde pas ceux qui vous regardent. Ça, c'est vrai aussi. Regardez le regard. Vous voyez, il s'en va en haut. Regarde ailleurs. Alors, Jean-François Copé. Bon, alors lui, subtilement, il met du bleu, du blanc, du rouge. Le problème, c'est que les couleurs en question ne sont pas tout à fait celles du drapeau français. Et puis alors finalement, l'affiche la plus réaliste, où on donne l'impression de moins poser, c'est celle de Jean-Frédéric Poisson. Voilà, donc vous lirez tout ça sur le site du Figaro, où il y a bien d'autres choses. Il a fini apparemment. Il faut qu'il ait fini. Il faut qu'il ait fini, il vaut mieux. Sinon, c'est la sanction. Merci beaucoup. Isabelle Bouloc, maintenant, on va s'intéresser au nombre de fermes qui ne cessent de diminuer sur fond de crise agricole. On en a souvent parlé ici et le monde agricole, on essaie de leur donner un coup de main. Et pourtant, vous allez voir, il y a des jeunes qui rêvent de devenir paysans. Alors c'est un paradoxe. Pour les aider, ces jeunes-là, 2 associations ont lancé un concours. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, c'est tout neuf. Et le concours s'appelle « Je deviens paysan ». 2e édition cette année. Et pour gagner, il faut avoir un bon projet. Alors il y a 10 lauréats porteurs de projets en agriculture biologique. Vous allez voir ça de plus près. Isabelle Bouloc a été en Normandie rencontrer 2 des candidats. Ils étaient enseignantes, techniciens ou ingénieurs et rêvaient de devenir paysans. Un rêve qui devient réalité. Alice, Antoine, Lucie et les autres sont les 10 lauréats d'un concours lancé par les associations Ferme d'Avenir et Terre et Humanisme qui va les aider à s'installer. C'est le cas de Gabrielle, assistante vétérinaire, reconvertie en éleveuse de chèvres dans la Manche. Mon projet sur la ferme Les Chevrettes du Marqueran, c'est un élevage donc de chèvres en race poitevine, donc qui est une race ancienne, et pour pouvoir produire du fromage bio. Nous sommes arrivés ici il y a 1 an, nous avons acheté cette ferme, on a un peu plus de 6 hectares. Distinguez bien. Les chèvres sont nourris avec du foin, donc certifié en agriculture biologique, et de la cueillette en fait. Comme Gabriel, les lauréats du concours vont bénéficier d'un prêt à taux zéro grâce à une plateforme de financement participatif. Ceux qui soutiennent ces projets recevront, eux, un intérêt de 2%. Par le biais du concours, donc j'espère récolter 20 000 €, 5 000 € pour clôturer tout le tour de la ferme, 9 000 € de matériel de transformation pour équiper la fromagerie, 4 000 € pour fabriquer un hangar de stockage pour mettre le foin à l'abri et 2 000 € pour acheter un chariot de traite. À Avranches, la ferme du Petit Changeon. Ses fondateurs, lauréats l'an dernier de la première édition, ont reçu un don pour diversifier leur activité. La ferme du Petit Changeon, c'est 18 hectares avec des chèvres, des vaches, des cochons. On transforme tout. Donc le lait part en fromage, le petit lait part au cochon. Les cochons sont transformés en charcuterie. Et les surfaces cultivées en blé servent à faire de la farine pour faire du pain ou un peu de céréales pour nourrir les animaux. Tout ça, c'est géré à 4 associés qui arrivent à vivre avec simplement 30 chèvres, quelques vaches, quelques cochons. Et en face, on a des consommateurs qui sont très contents de voir sur le marché de leur village, qui est à 500 mètres d'ici, des produits qui sont produits ultra localement. En étant lauréat l'an dernier, on a eu 13 000 € de dons. Donc c'est ça qui nous a permis de lancer cet atelier maraîchage et de lancer notre ferme auberge avec le principe de la fourche à la fourchette, de la terre à l'assiette. On arrive quand même à vivre de notre travail. C'est pas évident, c'est pas des gros gains, mais en même temps on a des besoins faibles en face. Là pour l'instant en gros chaque associé sort un SMIC. On est heureux comme ça. Finalement au bout il y a aussi même une petite touche politique de dire moi je fais du bio sur un petit terrain et en face les consommateurs ils sont très contents parce qu'aujourd'hui en agriculture et de la part des institutions il y a très peu de réponses vis-à-vis des attentes des consommateurs. C'est une belle expérience de vie quoi. D'ailleurs je la conseille à tout le monde. C'est pas rose tous les jours mais je la conseille à tout le monde. J'ai zéro regret d'avoir fait ça. Des fois c'est dur mais en tout cas voilà, on s'épanouit quoi. Vous
Vous avez jusqu'au 15 décembre pour soutenir financièrement l'un des 10 lauréats de cette année, comme Gabriel et ses chèvres. Toutes les informations sont sur le site de France 2 et vous deviendrez ainsi les acteurs d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Mais pour l'instant, ce sont les 4 vérités. Aujourd'hui, Guillaume Darré reçoit la ministre du Logement, Emmanuelle Cos. Absolument, elle est en charge effectivement ce dossier du logement et surtout elle est en première ligne pour cette délicate gestion de la question des migrants. Elle était il y a quelques minutes dans le nord de Paris où un campement de migrants est en train d'être évacué. C'est dont elle va nous parler dans quelques instants. Bonjour à tous, bonjour Emmanuelle Cos. Bonjour. Vous étiez il y a quelques instants sur le campement dit de Stalingrad où des migrants sont en train d'être évacués dans le nord de Paris. Comment est-ce que ça se passe? Les choses se passent bien. À 7h30, on avait déjà évacué une quinzaine de bus et à peu près 800 personnes. Ça se passe dans le calme. Et ces personnes, en fait, attendent d'être prises en charge dans des centres d'hébergement. C'est ce que nous faisons ce matin. Combien de personnes sont à évacuer? On parle de 3 à 4 000 personnes. Il y a combien de personnes? On a fait plusieurs recensements et nous pensons qu'il y a entre 3 et 4 000 personnes. Nous avons la capacité d'évacuer 4 000 personnes si nécessaire. Mais pour tout vous dire, on le voit aussi, on va voir les choses heure par heure. On a des équipes sur place très importantes. Il faut dire les choses. C'est la 30e opération d'évacuation sur Paris de personnes qui sont arrivées très récemment en France, parfois depuis seulement quelques jours, parfois depuis quelques semaines. Et on a ce matin plus de 200 personnes bénévoles d'associations et de services de l'État qui nous aident à faire cette évacuation, des forces de police qui organisent le va-et-vient des bus. Et l'idée est d'arriver à mettre dans la journée l'ensemble des personnes à l'abri. Justement, cette évacuation sera terminée ce soir, c'est ça votre objectif? Oui, vous savez, c'est la 30e que nous faisons, donc nous sommes assez rodés. Et je pense que dans l'après-midi, nous en aurons terminé pour cette évacuation. Après, il y a un enjeu énorme qui est que ces personnes, dans les centres sur lesquels nous les hébergeons, Où vont justement ces personnes? Elles vont dans des centres d'hébergement, des centres d'accueil et d'orientation. C'est les mêmes centres que... Partout en France ou essentiellement en région parisienne? Essentiellement en Île-de-France et aussi un peu en région, puisque nous avions des places encore disponibles suite au démantèlement de Calais. Et l'objectif est de les informer sur leurs droits, de présenter la demande d'asile et aussi de leur faire comprendre qu'une fois arrivées ici, il faut qu'elles s'inscrivent dans le droit d'asile en France. Est-ce qu'il y a encore suffisamment de place, essentiellement en région parisienne notamment, parce que certains disent qu'il y a une forme de saturation? Mais vous savez, au moment où on s'occupe des migrants et on répond à des objectifs très importants de mise à l'abri, et je crois que ça fait honneur à notre pays, j'entends certains discours qui expliquent qu'on ne ferait plus rien sur la prise en charge des personnes en difficulté, à la rue, ou qu'il n'y aurait pas assez de place. Je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. D'une part, il faut une action spécifique, massive sur l'accueil des migrants, et il faut aussi, et c'est ce que nous faisons, renforcer continuellement l'offre d'hébergement pour des personnes en difficulté de logement. Qu'est-ce qui vous garantit? Nous avons, juste pour vous le dire, augmenté de plus de 50% les places en 5 ans. Et aujourd'hui, on a 118 000 places d'hébergement pérennes tous les jours qui permettent de loger des personnes en difficulté. Qu'est-ce qui vous garantit, Emmanuelle Cos, que ce campement ne va pas se reformer? Mais la question, c'est pas d'avoir des garanties, c'est que nous mettons ces personnes à l'abri. La semaine prochaine ou dans les semaines à venir, un centre d'accueil provisoire va ouvrir en région parisienne, qui va être un SAS. Ces types de campements, on a vu que ça se reproduit, vous l'avez dit. Ce matin, vous nous dites, tout nouveau campement, quand il y en aura, on les évacuera à nouveau. Mais c'est bien sûr, et c'est ce que nous avons déjà fait. C'est-à-dire, vous évacuerez tout nouveau campement? Aujourd'hui, excusez-moi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'attention médiatique sur ce que nous faisons. Je peux vous dire que c'est la 30e opération. Et donc, régulièrement, nous faisons des opérations de mise à l'abri, jusque-là de manière beaucoup plus confidentielle, mais c'est quand même plus de 20 000 personnes qui ont été touchées par ces opérations de mise à l'abri. Et notre objectif est qu'à chaque fois qu'on a des personnes qui arrivent par nos maraudes sociales, puisque nous en avons, elles soient prises en charge immédiatement. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que ces campements ne se reproduisent pas. Oui, mais surtout que les personnes soient prises en charge immédiatement pour aller vers des centres d'hébergement et qu'elles ne restent pas à la rue. Visiblement, une partie de la droite et de l'opposition est toujours hostile à l'accueil des migrants. Il y a une motion qui a été adoptée hier en Provence-Alpes-Côte d'Azur par la majorité républicaine, avec le Front National qui l'a voté, qui dit non à l'accueil des migrants. Accueillir plus de 1000 clandestins d'ici la fin 2016 semble à la fois irréaliste et irresponsable. Qu'est-ce que vous répondez à Christian Estrosi? Est-ce que vous croyez vraiment qu'une région qui compte plus de 6 millions de personnes ne peut pas accueillir dignement 1000 personnes? C'est ce que dit Christian Estrosi. Et d'une part, c'est faux, puisqu'aujourd'hui, la région PACA, nous arrivons à le faire. Nous avons des élus qui nous aident. Ensuite, je note que dans cette histoire, le FN s'est insurgé de plagiat auprès de M. Estrosi. Et moi, je voudrais surtout dire à M. Estrosi qu'il a un peu oublié comment il a été élu.
en décembre dernier, parce qu'il était le seul candidat républicain au second tour de sélection régionale, que le peuple de gauche s'est mobilisé pour que le Front National ne gagne pas ces élections régionales, et que ce que fait M. Estrosi aujourd'hui est totalement inadmissible. Heureusement qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons de nombreux élus, de droite comme de gauche, qui nous aident, tant sur l'accueil des migrants d'ailleurs que sur l'accueil de publics en grande difficulté. Les candidats à la primaire de la droite hier ont abordé cette question des migrants. 3 Pour minutes. eux, ils disent tous dès le début de ce débat, la solution, c'est dénoncer ce qu'on appelle les accords du Touquet, qui font que la frontière franco-britannique est à Calais. Est-ce que c'est la bonne solution ? La bonne solution, c'est déjà de discuter et de prendre en compte les parcours de ces migrants. Et la question n'est pas est-ce qu'il faut faire pression sur la Grande-Bretagne ? Est-ce que l'on peut dire les choses simplement ? Mais oui ou Quelle non, est, pression à la quelle est la Grande-Bretagne ? proposition de la droite ? Supprimer les accords de Touquet. Et donc quoi ? On laisse ces migrants se noyer dans la Manche ? Moi, Non, mais ils disent qu'il faut aller négocier, mener un bras de fer moi, avec le Premier je vais ministre parler britannique. des choses concrètement, Oui ou non ? parce que contrairement à ces personnes, moi je m'occupe de ces migrants pour de vrai, dans le concret. Donc dénoncer ces accords de Touquet, je veux savoir ce que ça veut dire pour la prise en charge de ces migrants. On les laisse franchir tout seuls la Manche. Mais vous trouvez que la Grande-Bretagne assume ses responsabilités aujourd'hui ? Non, mais ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec les accords de Touquet. Excusez-moi. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne doit par exemple admettre des mineurs au titre du regroupement familial. Est-ce qu'elle le fait suffisamment ? Elle ne le fait pas suffisamment et ça n'a rien à voir avec les accords de Touquet. Elle doit appliquer les règlements internationaux. C'est une pression que nous exerçons très fortement sur la Grande-Bretagne. Vous nous avez suivis sur ce sujet-là dernièrement. Nous avons 1700 mineurs que nous avons mis à l'abri depuis Calais, dont une grande partie doivent bénéficier du regroupement familial. Et le président de la République, le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, ont rappelé les autorités britanniques à leurs responsabilités. Emmanuel Cos, vous n'êtes plus membre d'Europe Écologie Les Verts, mais la semaine prochaine, les écologistes ont un candidat, Michel Rivasi ou Yannick Jadot. Si vous aviez un choix à faire, vous voteriez pour qui ? Je ne ferai pas un choix parce que je ne voterai pas à cette primaire que je sois ou non membre de ce parti. Aujourd'hui, il me semble nécessaire qu'il y ait une gauche qui arrête les enfantillages et les disputes. Emmanuel Cos a trahi les Verts, dit Michel Rivasi. Mais vous savez, comme je vous le dis, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une gauche unie, responsable, qui s'occupe des migrants pour de vrai, qui s'occupe des Français, qui avance sur le logement. C'est ce que l'on fait pas avoir trahi aujourd'hui. les Verts, comme elle dit. Absolument pas. Et surtout, je crois que tous les jours, dans ma fonction de ministre, je fais vivre l'écologie et je fais vivre ce pourquoi je me suis engagée en politique, c'est-à-dire agir pour son prochain et être en capacité de montrer que la solidarité est une valeur et aussi qu'il n'y a pas de fatalité aux difficultés sociales. Votre candidat, vous, c'est François Hollande ? Mon candidat, c'est celui qui gagnera la primaire de la gauche. Et je vais vous dire les choses François très Hollande, simplement. c'est le meilleur candidat ? Mon candidat, c'est celui qui gagnera la primaire de la gauche. Je soutiens au premier tour François de Rugy, qui est écologiste. Et moi, ce que je souhaite, c'est que la gauche soit unie. Je n'ai pas regardé le débat hier de la primaire de la droite, mais j'ai vu quelques extraits dans la presse ce matin. Moi, je ne souhaite pas que dans quelques mois, ça soit une droite qui veut mettre à mal la cohésion sociale, qui veut détruire notre modèle social, qui gouverne ce pays. Et je ne souhaite pas du chaos qu'il nous annonce. Et c'est pour ça que je pense qu'à un moment, il faut que la gauche maintenant retrousse ses manches, fasse part de son bilan et agisse pour la victoire de 2017. Merci beaucoup, Emmanuel Cos. C'est à vous, William. Merci beaucoup. Dans quelques... Dans la rue, la cohue, une belle signorina me fait signe qu'elle est digne d'entrer dans la danse avec moi. Je l'emporte à demi-morte, elle tombe dans mes bras. Mais sa mère en colère nous menace et crie là-bas: ramenez-moi donc ma fille, cavalier, chevalier. Il chantait juste en plus, voilà. Je suis vieille et je suis fatiguée. Alors évidemment, il avait un chanteur favori, hein, c'était Charles Trenet. Alors, 7 janvier prochain, nous reparlerons de ce deuxième anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo et de la disparition de Cabu et de ses camarades. Alors, il y a un livre, c'est ça l'actualité, un livre qui est paru il y a peu de temps, qui rend hommage en réunissant un millier de ses dessins, dont beaucoup sont inédits, me semble-t-il, Henri-Jean. Ah oui, alors on va parler donc Cabu, que vous connaissez mieux que tout le monde, puisque c'est vous qui l'avez fait faire la télévision pour la première fois, hein, à Jean Cabu. Alors Jean Cabu, la Véronique Cabu a réuni dans un gros bouquin aux échappées, qui est la maison d'édition de Charlie Hebdo, un énorme bouquin qui réunit 1000 dessins de Cabu sur 300 pages. Alors ces dessins, ils ont 3 sources, ils ont à la fois Harakiri, enfin Charlie Hebdo, Harakiri et la grosse Bertha. Alors dans les dessins, la majeure partie vient de Charlie Hebdo. Il y a les dessins qui ont fait les couvertures de Charlie Hebdo. Il y a une deuxième catégorie qui est les dessins les couvertures auxquelles vous avez échappé cette semaine. C'était une rubrique chaque semaine. C'est tout à fait une rubrique. Et puis il y a aussi une troisième catégorie, je veux dire, qui ont les dessins qu'il remportait, qu'il mettait dans sa musette et il repartait avec. Bon, ils n'étaient pas retenus. Sur des petits bouts de papier et jamais sur des carnets. Voilà, la famille, la femme de Cabu les a gardés et les a ressortis pour l'occasion pour les éditer. Tous ces dessins. Et alors, donc, évidemment, on voit les obsessions intelligentes de Cabu, qui étaient de dézinguer systématiquement les corps constitués, les militaires, les dignitaires religieux, mais pas seulement aussi. Les pollueurs, les chasseurs, les beaufs, tout le monde, il y en a pour son grade, tout le monde. Et comme
on le disait tout à l'heure, que c'est quelqu'un qui était extrêmement digne, extrêmement classe. Pas un mot, pas une vulgarité, pas Jamais. ce soit. Mais dans les dessins, c'est un Je crois que je torrent. n'ai jamais entendu dire, pardon, merde, jamais. Ah oui, non, Mais par putain. contre, dans ses dessins. Ah non, ça alors, oui. Alors, vitriol. Alors, pour parler de Cabu, on est allé rencontrer Philippe Val, qui a été directeur de la publication, mais Oui. surtout le rédacteur en chef de Charlie Hebdo pendant 14 ans, le rédacteur en chef, donc l'ami intime et proche de Cabu, et qui raconte des choses formidables. Enfin, il ne le dit pas là, mais dans la salle de rédaction là, de funeste mémoire de Charlie Hebdo, on savait où était la place de Cabu parce qu'il y avait l'odeur du feutre noir à laquelle il faisait ses dessins. C'est vrai. Et puis, comme à la force de dessiner, ça transperçait le papier. Et sur le bois, il y avait encore la trace des feutres de Cabu. Il y avait cette odeur d'encre qui était tout à fait épatante et formidable. Donc, pour célébrer Cabu, pour célébrer cet ouvrage, et surtout l'insolence, l'irrespect qu'il y a à chaque page, le côté iconoclaste, Oui, puis la vraiment qualité, irrespectueux. Et la du dessin, encore une fois. qualité du trait, du dessin des Qui personnages. dessinait comme ça? Personne. Personne comme ça. Et alors, nous sommes allés rencontrer chez lui, donc Philippe Val, qui nous a parlé de Cabu, avec beaucoup d'émotion et beaucoup de sympathie. La première rencontre avec Cabu était un moment extraordinaire. C'est comme dans les rencontres amoureuses. C'est magique, hein, c'est des choses humaines qui sont très rares et puis qui arrivent peut-être une fois ou deux dans une vie. À 12-13 ans, je savais que je dessinerais et puis je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre, quoi. On a tiré une charrue ensemble, comme une paire de bœufs fidèles et solidaires, qui était d'abord un premier journal, puis ensuite Charlie Hebdo. Il était très gentil, mais profondément bienveillant. C'est une personne... Je n'ai jamais entendu une méchanceté gratuite, jamais une bassesse, jamais. Il était très cultivé, très intelligent, un journaliste virtuose. On a fait des reportages ensemble, Wolinski aussi d'ailleurs. C'est des gens qui avaient une fibre journalistique inouïe, que j'admirais beaucoup. Vraiment, quand on faisait des reportages, rien ne leur échappait. Ils avaient un œil sur tout. Donc, il y avait quelque chose comme ça chez Cabu de très instinctif et de très calé. Il était habité par quelque chose qu'il dépassait. Sa langue, c'était le dessin. Il avait besoin que cette langue vive, que cette langue parle à tout le monde, soit comprise. Il n'arrêtait pas d'y penser. Il dessinait dans sa poche. Il avait un petit bout de crayon grand comme ça, un petit bout de papier, et s'il voyait dans la rue un truc, un lettrage, un machin, il prenait une note comme ça au fond de sa poche. C'est un métier finalement, quoi. Parce que l'inspiration, d'accord, mais il y a la technique de l'inspiration. Le trait raconte toujours quelque chose chez Cabu. Il raconte une profondeur humaine. Chez Cabu, c'est vraiment magnifique, ça. Je sais que les gens aimaient Cabu. C'est quelque chose d'eux-mêmes, de leur enfance, de leur sensibilité, de leur langue commune. Le dessin de Cabu, c'est comme une grande œuvre littéraire. Même sa silhouette à Cabu a tendance à faire qu'on raccroche le Grand-Duduche chez lui. C'est lui d'ailleurs le Grand-Duduche. Je pense que Cabu aujourd'hui est dans la mémoire, vit dans la mémoire. Faut pas se raconter d'histoire, la mort c'est la mort. C'est fini. Quelqu'un qui aime vivre, qui aime bouffer, boire, lire, jouir, c'est fini. Terminé. Il y a eu un crime. Faut pas se raconter d'histoire. Il n'y a pas de jour où je ne pense pas à lui, bien sûr. Parce que dans la vie de chacun d'entre nous, il y a des gens qui ont joué pour nous, qui nous ont un peu accouchés, qui nous ont fait nous accepter, qui nous ont rendus libres de nous-mêmes. L'humour, c'est un coup de poing dans la gueule, mais emballé quand même dans du papier de soie ou du papier de bonbon. Cabu fait partie de ces gens pour moi. Donc je peux pas passer tellement de temps sans penser à lui, bien sûr. Parce que ils sont pas nombreux dans une vie, les gens qui jouent ce rôle de nous rendre libres.
Alors, c'est une sélection de dessins entre 69 et 2015. Alors ça s'appelle Cabu s'est échappé aux éditions Les Échappés. Et Ouais. ce que je veux dire, c'est que moi je l'ai pratiqué parce qu'on l'avait accompagné pour Télématin dans son lycée à Chalon-sur-Marne, où il avait créé le personnage du Grand Luluche. C'est que c'est non seulement un formidable dessinateur, un vrai journaliste, mais c'était un authentique défenseur des animaux. Je me souviens avoir fait des débats à son côté. On était tous les deux ensemble contre des amateurs de corrida. Il disait pas un mot. Il sortait des dessins, dessin sur dessin. Son propos, il parlait avec ses dessins. Il était même plus. Tu sais, j'étais véhément. Vous faisiez bien la paire. Non, mais j'étais véhément sur le sujet, mais il était mieux que moi avec ses dessins pour les faire taire. Il était formidable, Cabu. Voilà. Merci, Donc le monsieur Cabu s'est Savard. échappé. Et Philippe Val a écrit un bouquin qui s'appelle C'était Charlie Hebdo. C'est je crois chez Flammarion, qui raconte son point de vue sur l'histoire de Charlie Hebdo. Merci beaucoup. Allez, on passe à la météo avec Nathalie. Nous allons retrouver maintenant Philippe Collignon, le jardinier de Télématin, alias Chlorophylle, tout près du château de Versailles. Il est dans les Yvelines, près de Paris aussi, pour découvrir, vous allez voir, un endroit visité par plusieurs milliers de personnes. C'est le potager du roi. Alors Philippe, pourquoi autant d'engouement pour ce lieu-là? Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Et bien, déjà, c'est en prenant de la hauteur qu'on se rend compte de la majesté du lieu, commandé à l'époque par Louis XIV, qui était un amoureux de la bonne chair et des légumes en particulier. Il est à 2 pas, vous l'avez vu, du célèbre château de Versailles. Mais ici, qu'est-ce que le visiteur peut découvrir? 9 hectares de balade à travers des plantes extravagantes tout au long de l'année. Mais ce qu'on sait moins, William, c'est qu'il est ouvert, ce potager du roi, même en hiver. Mais c'est fait pour qui, là, les légumes qui sont là? On peut se les procurer ou c'est réservé à la noblesse? On peut déjà les caresser, les découvrir du regard. Mais ce n'est pas réservé à la noblesse parce qu'on peut les acheter ici, sur le site, in situ, toute l'année. C'est des légumes de saison. C'est des légumes qu'affectionnait d'ailleurs le roi Louis XIV à l'époque, hein, donc des légumes d'époque, mais également des nouveautés à découvrir par le regard et par le goût, parce que la philosophie de ce jardin au départ, c'était de découvrir de nouvelles saveurs. D'ailleurs, à l'époque, les légumes étaient récoltés dans de grandes corbeilles, livrés à la table du roi, et ceux qui étaient pas vraiment acceptables pour le roi étaient redistribués au public, justement pour voilà, par un trou justement qu'on appelait le public, le passage, le fameux passage, le public, où les gens pouvaient avoir justement ce genre de légumes. Alors ça, c'était avant les repas, et puis après les repas, ils pouvaient revenir d'ailleurs parce qu'on leur donnait les restes. Quels sont les légumes qui sont disponibles en cette saison, par exemple? Alors regardez ce que j'ai trouvé aujourd'hui au potager, des choses totalement formidables. Déjà, regardez cette petite betterave. Une betterave, c'est très joli dans l'assiette. En plus, elle est très très sucrée, magnifique cette betterave. Elle s'appelle la betterave de Kyoga. Ça, c'est à voir dans son jardin, très résistante. Ça, c'est actuellement, on trouve ça dans notre jardin. Qu'est-ce que c'est que le ballon, là? Il y a un Scooby-Doo derrière. Voilà, ça c'est une courge. Ben oui, c'est une courge. C'est la saison des courges. Hein. C'est une courge de ruban. Voilà, cette fameuse courge que l'on peut déguster évidemment. Et puis regardez ça, vous avez une courge aussi. Ça ressemble, on l'appelle la courge gale parce qu'on dirait qu'elle a de la gale sur, c'est délicieux, sur la courge. ça, Très hein. bonne Ça donne envie. Ça, très bonne. Ah ben ça donne une très bonne soupe, William, avec cette courge-là. Très bonne soupe. Et regardez ces petites tomates. On dirait de la tomate. C'est une tomate arbustive, contrairement à la tomate traditionnelle. Elle est prête à être consommée, elle est rouge. Ça a un goût tout à fait extraordinaire. Et regardez aussi, il y a des choses un peu originales. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une pastèque. Ce sont des mini pastèques. Des mini pastèques à déguster vraiment comme ça, nature, ou tout simplement à faire confire dans du vinaigre blanc. Et puis vous avez de saison le fameux chou, le chou calais, K-A-L-E. Ça, c'est un chou qui est très prisé par les Américains depuis quelques années. Pourquoi? Parce que 60 grammes de chou correspond à 132% de l'apport en vitamine C à notre quotidien. Donc c'est un chou très riche en vitamine C, à avoir absolument dans notre jardin. Et puis le tétragone cornu, regardez, ça c'est une sorte d'épinard, ça se mange comme un épinard et c'est actuellement dans notre potager. Mais ces légumes, là, dans certains, je pense à la petite pastèque, sont des légumes quasiment rares. On trouve ça sur les étals normalement, parce que là, j'en avais jamais vu celle-là, où il n'y a que là. Non, alors on trouve ça bien sûr ici dans le jardin, mais également dans des épiceries fines actuellement, parce que c'est pas vraiment, c'est assez précieux assez fragile, donc c'est vraiment quelque chose à déguster. Et on peut le planter dans son jardin, hein. C'est vraiment ça l'intérêt de ces légumes. Bon, alors c'est le nôtre qui est l'instigateur de ça ou pas?
Alors c'est la Quintini, qui est le spécialiste des fruits et légumes, qui a réalisé ce jardin à l'époque, sous bien sûr la coupe du roi. Alors un personnage haut en couleur. Alors pour mieux le découvrir, le personnage et le lieu, je vous propose rapidement une petite balade. Vous allez voir, c'est assez sympa, regardez. Sous la direction attentive de Louis XIV, les meilleurs artistes de l'époque vont transformer Versailles, Le Vau pour l'architecture, Le Nôtre pour ses jardins et la Quintini pour les jardins fruitiers et potagers. Il est chargé de fournir en fruits et légumes la table du roi. Avant-gardiste pour l'époque, la Quintini met au point des techniques élaborées pour obtenir des récoltes à contre-saison. Aujourd'hui, a-t-on gardé l'âme de ce lieu? Ce que représente le potager du roi, c'est la France. C'est la diversité des paysages, c'est la diversité des territoires, et c'est ce rapport particulier que les Français ont avec le manger, avec le plaisir de manger et quelque part avec le plaisir de vivre. Le potager du roi se visite toute l'année, même en hiver. On peut y suivre des cours thématiques. À 3 à 4 traitements chimiques. Sur les légumes, on n'a pas de problème. On a des difficultés de temps en temps, mais globalement, on peut cultiver quasiment sans aucun traitement. Ici, on lève le pied sur l'utilisation des produits phytosanitaires pour des fruits et légumes plus sains. On y développe la permaculture qui prend en compte tous les acteurs du jardin, de la plus petite bactérie aux jardiniers qui y travaillent. Tout ça dans un profond respect de la nature. L'introduction des allées enherbées dans le jardin a commencé dans les années 2000. L'engazonnement répond au souci de diminuer fortement l'utilisation des produits phytosanitaires. Dans le même esprit, les jardiniers acceptent et encouragent maintenant la présence de certaines mouches, bourdons et certaines plantes considérées comme indésirables. Aujourd'hui, tout ce petit monde veille sur les fruits et légumes. Le potager du roi, c'est aujourd'hui 30 tonnes de fruits et 20 tonnes de légumes produits chaque année. C'est vrai, Philippe, qu'on peut prendre des cours de jardinage, là? Pleine période pour prendre des cours de jardinage, c'est the place to be pour se faire les armes ici au jardin. Alors c'est le moment de tailler, donc il y a des cours de taille actuellement qui vont être donnés, mais toute l'année on peut apprendre à jardiner, à planter, à semer, à tailler, à greffer. C'est vraiment, le planning est riche toute l'année, donc il suffit de se renseigner sur internet et vous avez le planning des cours à partir de maintenant jusqu'à l'automne prochain. D'accord. L'entrée, c'est payant? L'entrée, c'est... Ah, un petit ticket oui, 4,50 € pour entrer, pour découvrir 9 hectares. On passe vraiment une journée à découvrir ce jardin. Mais pour acheter des légumes, l'entrée est gratuite. Vous avez une petite boutique à l'entrée, vous achetez vos légumes, vous n'êtes pas obligé de rentrer et de payer pour le parc. Mais ça vaut vraiment le coup d'actuellement, regardez, de voir ces arbres fruitiers. Il y a près de 6000 arbres fruitiers ici sur le parc, au-delà des légumes, parce que c'est fruits et légumes. 6000 arbres fruitiers conduits comme sous Louis XIV avec des tailles particulières. Il y a 6000 arbres fruitiers, des pêchers, des pommiers, il y a énormément de choses et avec des choses complètement extravagantes, vraiment nouvelles à découvrir et avec une identité bien sûr royale. Bien sûr. Merci Philou, à très bientôt. Voici c'est que ça, c'est Balalaïka. C'est la musique de Tetris, vous savez, le jeu avec les petites barres qui descendent, vous attendez la grande barre, machin, tout ça, voilà. On ne peut pas d'ailleurs imaginer ces jeux vidéo sans cette musique. On a l'impression qu'il y a un enfant avec un doigt. Quand même. Ah bah oui, alors, et c'est tout le sujet de ma chronique. Quel beau lancement, chef, merci, je vous embrasse, gros bisous. C'est parce que avant, la musique, ça ressemblait à ça, de jeux vidéo. C'était des petites compositions fake, tout petits trucs. C'est assez artisanal, en 8 bits, voilà, puis c'est parce que la technologie permettait pas ça. Alors que maintenant, des compositeurs comme des musiques de films vont enregistrer des orchestres à Abbey Road dans des grands studios. Et oui, sur les jeux vidéo. Oui, pour les jeux vidéo. Comme Final Fantasy, par exemple, vous avez ici Final Fantasy, il est sorti en CD et il y a un compositeur japonais dont on va parler juste après parce que cette chronique est diablement bien faite qui enregistre en studio, mais c'est des vraies musiques de films, c'est incroyable avec des thèmes, des chœurs, des trucs comme ça, c'est incroyable. Et pourquoi je vous en parle? Parce que aura lieu au Grand Rex à Paris le 8 novembre, c'est-à-dire dans pas très longtemps, le Video Game Live. Qu'est-ce que c'est le Video Game Live? Eh bien, ce sont les musiques de jeux vidéo qui sont jouées par un orchestre et un chœur
en public. Et alors, vous allez dire, c'est complètement ridicule. Mais non, c'est un truc de dingue. Ça draine un public fan de jeux vidéo. Vous imaginez, les jeux vidéo, c'est quand même un gros marché. Et qui ont toutes ces musiques. Parce que quand vous jouez à un jeu vidéo, vous y jouez quoi je sais pas, 5-6 heures. Au bout d'un moment, la musique... 5-6 heures Non, mais D'affilée Non, enfin oui, ça dépend. Vous jouez pas trop, je sens que vous jouez pas trop aux jeux vidéo. Moins vous, ça c'est sûr. Ah, moi, j'y joue pas. Moi, je me suis arrêté à Tetris et à Pac-Man. Il y aura Pac-Man, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y aura Pac-Man? Je vous laisse cette petite surprise. Je veux vous montrer, et pas vous faire montrer parce que c'est pas français, à quoi ça va ressembler le vidéo game show. Allez. Regardez. Ah oui, quand même. Oui, ah oui, vous 60 avez dit. musiciens pour un jeu vidéo, quand même. Ah ben oui, non mais c'est un truc colossal. Un des grands compositeurs de musique de film lapsus, de musique de jeux vidéo, s'appelle Nobuo Uematsu. Il est japonais. Il a composé entre autres Final Fantasy, qui est un jeu où il y a eu des séquelles, des suites, etc. La musique est tellement connue qu'elle est sortie en CD et elle est jouée. C'est lui, là. Et c'est lui absolument. Et il nous raconte justement comment il a enregistré la musique de Final Fantasy à Abbey Road, vous savez, dans le studio mythique en Angleterre. Donc regardez, il Le explique. studio des Beatles. Studio des Beatles, entre autres. Regardez Nobuo.機だったんですね。ですから音楽なんかも電子音ピーとかブーとかいう電子音を3つだけで音楽を作らなきゃなんなかったんですよ。でそれがだんだんゲーム機の進化に伴ってその電子音3音しか使えなかったのがサンプリング音源8つ使えるようになったり。Mais il y en a qui se spécialisent là-dedans, ou alors ils font ça un peu en marge, en même temps que d'autres choses. Quand vous avez 170 musiciens, c'est pas en marge, hein, c'est un vrai boulot complet. Ah non, c'est super sérieux. Mais vous devriez, vous... Mais non. vous ne croyez pas assez bien dire. Alors voilà, vous l'avez fait ou jamais? Non, pas encore, c'est en train. Pas un mot à la reine mère. Hop. Moi j'ai un petit cadeau, vous savez quoi? Le générique de Pac-Man, vous le connaissez? Oui. Le générique de Pac-Man, c'est tellement connu, qu'en Corée, et ben justement, il y a un orchestre qui l'a repris, c'est devenu un hymne quasiment national. Regardez, c'est bluffant. Pas mal, hein? Alors, je pars en tournée avec Orphée et tout en Amérique du Sud, parce qu'on va le faire un peu carioca aussi, un peu... ouais. Voilà, c'est pas vrai, mais ça me fait plaisir. Ça aurait été bien. Hein? C'est bien fait. Ouais, c'est bien fait, c'est bien monté. J'aurais voulu tellement vous réconcilier, mais j'y arrive pas. Comment ça? Avec votre coiffeur. Oh comment c'est cruel. Ah oui, je viens de le voir, oui. Mais c'est parce que je suis arrivé un peu juste à l'heure. Voilà, vous étiez à l'arrière sur la mobilette parce que ça, il n'y avait jamais pas mon casque, ça. Merci beaucoup. Une vente aux enchères qui a retenu l'attention de la radio web, c'est quoi? C'est une vente aux enchères uniquement avec des œuvres qui sont relatives à Brigitte Bardot. C'est la maison de vente Rossini qui organise ça demain, William. Il y a le catalogue disponible en ligne et évidemment, toutes les recettes et les bénéfices seront reversés à la Fondation Brigitte Bardot. Donc, si vous aimez l'actrice, il y a plein de tableaux qui s'inspirent de photos. Il y a même des affiches de films. Par exemple, lesquels? Il y a le repos du guerrier qui doit être à la fin du catalogue. Regardez comme c'est bien fait. On a l'impression de l'avoir en main. Et si vous n'êtes pas à Paris, ce n'est absolument pas important. Le repos du guerrier, production Cosinor. Il paraît, c'est une petite maison de production dans les années 60. Qui est-ce qui produisait ça? C'était... mais non, mais vous n'allez pas me le faire dire à moi. Vous me faites rougir. Oui. Bon, c'était mon grand-père. Ah, d'accord. Ben oui. Nous avons beaucoup de photos avec Brigitte Bardot. Et Edmond? Edmond. Génie, Edmond. Ah oui, il a non, produit c'est le vrai, repos c'est du vrai. guerrier, s'il vous plaît, avec Robert Hossein. Et Dieu créa la femme et plus d'une centaine de films.
Voilà. Mais on pourrait faire une émission spéciale sur mon grand-père, ça Oui, serait ça sympa. aussi. Ça ferait plaisir à mes parents. Vous leur devez bien ça. Ils vous ont confié. Enfin, ils m'ont confié à vous plutôt. Ah non, c'est pas confier, c'est le Regardez, mot fort. ça y est, j'ai Ils se retrouvé. sont débarrassés, c'est pas pareil. J'ai retrouvé l'affiche entre-temps. Voilà. Ils ont posé un panier sur les marches de France 2 il y a de ça quelques années. Non, c'était moi. Et moi, je mon passais père pas qui a là. fait ça. Non, c'est pas vrai. La sélection littéraire d'Olivia de Lamberterie, les prix littéraires sont tombés hier, pas tous, mais enfin les principaux, avec le concours à Leïla Slimani. Vous en aviez parlé ici même, il y a un bout de temps déjà. Oui, parce que j'adore Leïla Slimani, c'est son deuxième roman. Oui. Je vous avais parlé de Chansons douces. Ouais. Et cette fille, elle est belle, elle est brillante, elle est douée, elle est sympathique. Elle a 35 ans. Elle est souriante. Elle est souriante. Elle a beaucoup pour elle. Vous savez la combienième femme en 113 ans de prix Goncourt? Très peu. Toi, tu Je dois sais qu'elle savoir. avait eu 8%. C'était Voilà, c'est la 12e femme en 113 ans. Vous vous rendez compte? Oui, c'est passé. D'accord. Cela dit, vous aviez des petits chouchous qui l'ont Oui, raté. c'était une très bonne liste de finalistes du Goncourt. Et il y a Catherine Cusset, que j'aime énormément, dont je vous parlerai sûrement, et Gaël Faye, Petit Pays, qui est sorti chez Grasset, qui avait reçu le prix FNAC au tout début de la rentrée littéraire, qui est un premier roman vraiment formidable. Gaël Faye, alors moi je ne le connaissais pas, mais il était slammer, rappeur, auteur, compositeur, interprète. Alex sûrement le connaît. Et il déboule avec ce roman qui est vraiment un roman extrêmement puissant. De quoi s'agit-il? D'un petit garçon qui habite au Burundi. Lui n'est pas enfin, il est né au Burundi, mais sa mère est rwandaise et son père est français. On est en 1992 au Burundi et il faut savoir que la guerre a déjà commencé au Rwanda et que donc il y a des masses de réfugiés qui fuient les pogroms et les massacres, qui d'ailleurs trouvent souvent le rejet, le racisme et la nostalgie. Mais donc c'est un pays qui est un peu comme ça, il y a une sorte on sent qu'il y a des transformations qui sont en cours et on ne sait pas dans quel sens elles vont aller. Le petit garçon, lui, Gabriel, il a 11 ans et au début du livre, ses parents se séparent. Et sans doute, c'est une des raisons pour lesquelles il est très épargné par la situation politique qui commence à gronder. Son père essaye de le garder le plus à l'abri. Et là, la moitié du roman, c'est le petit Nicolas au Burundi. C'est-à-dire qu'il raconte la vie dans l'impasse avec les copains, comment il fabrique des perches pour voler les mangues. Parfois, ils les volent dans des jardins, puis après, ils vont les vendre à la personne à qui ils les ont volés. Tout ça pendant qu'on entend la guerre et on la Et voit. on entend la guerre qui commence à gronder. On entend, il va y avoir les premières élections au Burundi. Et le petit garçon, il entend ça par les conversations des domestiques, par les conversations de son père au téléphone, mais qui s'enferme dans une pièce. C'est vraiment la guerre en chuchotement. Et puis un jour, elle éclate. Alors, vous savez comment on reconnaît la guerre au Burundi? À la radio, vous avez de la musique classique. Donc là, c'est Wagner. Et puis là, il voit qu'il se passe quelque chose de très grave. Et c'est la fin de l'innocence. Et ce livre, c'est vraiment l'histoire d'un paradis perdu. Après, le livre verse dans le tragique parce que sa mère va retourner au Rwanda et toute sa famille va être massacrée dans des conditions particulièrement atroces. Et vraiment, à la fin du livre, moi, je sanglotais. J'ai trouvé que c'était vraiment d'une violence et en même temps d'une grande justesse. C'est un livre vraiment qui sonne juste tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est chez Grasset, c'est un premier roman, et c'est peu dire qu'on attend le deuxième avec énormément d'impatience. Il était dans les 3 finalistes. Il était dans les finalistes. Il était d'ailleurs dans les finalistes de beaucoup de prix. Peut-être interallié la semaine prochaine. Ah, à suivre. Et pour finir, je voudrais juste vous dire un mot de 13 à table. C'est la 3e édition. Je vous ai parlé des 2 précédentes. C'est Pocket qui a eu cette bonne idée de demander à 13 auteurs de livrer une nouvelle inédite. Et pour un livre acheté, vous avez 4 repas servis au Resto du Cœur. Ce qui est génial, c'est que toute la chaîne, si vous voulez, éditoriale s'y met. Les libraires font leur boulot gratuitement, les distributeurs font leur boulot gratuitement, les journaux offrent des publicités gratuitement. Et les chroniqueurs en parlent gratuitement. Et les chroniqueurs en parlent gratuitement. Moi, ça m'arrange, ça, j'aime bien. Et cette année, Jean-Charles de Castelbajac a fait une couverture c'est bon, c'est que je trouve Castelbajac qui a fait ça absolument ravissante. Il y a des nouvelles de Marc Lévy, d'Agnès Ledigue, de Tilliez, enfin vraiment. De Kefelec. De Kefelec. Ah, c'est que des très très bons auteurs. Hein. Oui, Maxime Chatham.
Très à table, pocket. Très Bravo, bien. monsieur. Bravo, merci beaucoup. Tout à... On se passe quoi? Et bien dans le Figaro ce matin, sur une pleine page, on apprend qu'un reporter va prendre le départ du Vendée Globe. Je rappelle que ça démarre dimanche. Il s'appelle Fabrice Amedeo. Alors le Vendée Globe, c'est un tour du monde en solitaire, je le rappelle, sans escale, sans assistance. Il y aura 29 marins au départ après-demain. Et ça nous donne un beau papier, signé par le marin en question, qui est aussi journaliste, et qui écrit notamment « Je songe à ce moment où la mer va se refroidir et devenir grise, ce moment où le vent va se renforcer et me conduire sur ce grand tapis roulant de dépression tout autour de l'Antarctique, cette partie tant redoutée du parcours que Titouan Lamazou avait baptisé pays de l'ombre. » Mais il fait ça pour faire un papier ou il fait ça parce que c'est vraiment sa passion? Il aime ça, c'est sa passion, mais je pense qu'il va en profiter pour faire un papier. J'allais vous dire qu'il a déjà commencé parce que le livre est déjà sorti. C'est un passionné de voile et il sort un livre aux éditions Glénat. Et en fait, c'est un ouvrage au parti pris unique et assez inédit puisque c'est un livre de photos commentés par les marins eux-mêmes, mais des photos prises par les marins à des endroits où vous et moi, nous n'allons jamais. Non. Sur le Non, bateau. non, on n'ira pas. Voilà. Donc, et tout ça lors de compétitions comme le Vendée Globe, la Route du Rhum ou le Volvo Open Race. Alors, les photos sont de Karine Fauconnier, Armel Lecléac, Hélène MacArthur, on en voit quelques-unes, Loïc Perron, Yann Rioux, Yvan Bourgnon, etc., etc. Vous aurez les selfies au passage du Cap Horn, les photos d'Albatros, la houle grise du Grand Sud, les jours de Noël seuls à bord, les couchers de soleil dans les alizés, la vie dans un habitacle en carbone de quelques mètres carrés, et puis, bien sûr, les nuages, les icebergs, etc., etc. Et sur cette thématique, je signale aussi l'apparition de 2 livres. Le premier intitulé Route maritime, c'est aux éditions Grund, et le second sur la gauche qui nous propose de belles photos de la Polynésie française aux éditions Évasion. Alors, je suis tombé en feuilletant la presse sur cette photo. Regardez, c'est drôle et c'est sexy. Et donc, je me suis arrêté. Moi, ça m'a fait rire. Je ne sais pas si vous aimez. Eh bien, regardez, une petite voiture avec un monsieur dedans et puis une passante. Mais bon, c'est bien fait, non? Alors voilà, c'était tout petit, ça illustrait un petit articulé, la photo. Alors en lisant bien, j'ai pris mon télescope et j'ai vu que c'était signé Mathilde Troussard. C'est une photographe dont vous pourrez apprécier les œuvres, mais aussi certaines d'autres photographes, au Photonal. Alors photo automne, Photonal. Ça se passe en Picardie, c'est la 13e édition de ce festival. Il y a 29 artistes qui révèlent leurs histoires d'amour personnel. Alors il y aura des expos, des rencontres, des ateliers. Je dis il y a déjà, parce que ça a commencé. Et je lis dans le magazine du Parisien que ça dure jusqu'au 1er janvier 2017. Donc les Photonales, si toutes les photos... En fait, je suis allé sur le site et j'ai vu d'autres photos qui sont tout aussi amusantes que celles que je vous ai montrées. Donc je conseille à ceux qui sont dans la région d'aller y faire un tour. Merci beaucoup. On continue avec les dernières découvertes insolites de Laura du web sur la grande toile. On va d'abord voir ce que ça donne quand la technologie, et on commence tout de suite, se met au service de l'Église. C'est-à-dire une application qui vous permet... Alors tout le monde connaît Pokémon Go, ou presque, cette application qui permet de chasser les Pokémon, qui a touché les adolescents, leurs parents, leurs grands-parents cet été. Ils se sont inspirés de Pokémon Go. Il ne s'agit pas de l'Église, mais d'une société indépendante qui s'est dit, voilà, on ne se confesse pas assez, il faut moderniser l'Église. On a un pape qui est très présent sur les réseaux sociaux et qui est très suivi. Si on permettait à monsieur et madame tout le monde de trouver quelqu'un, un prêtre pour les confesser à côté de chez eux. Mais un vrai prêtre? Un vrai prêtre. Ah bon? Non, tout le monde ne peut pas... Comment vous avez une application? Vous tapez, alors vous, oui, vous bonjour, je suis l'abbé Jean-Louis, vous pouvez me... Non, vous ne dites même pas comment vous appelez, on s'en fiche complètement. Vous dites juste où vous vous trouvez, vous autorisez la géolocalisation sur votre téléphone et on vous dit l'église la plus proche avec un prêtre disponible pour vous confesser. C'est pas comme les taxis, il vient pas chez vous. Ah, il vient pas chez vous. Ah, c'est dommage, ça. Moi, je voyais ça comme ça, c'est pour ça. Ah non, je croyais qu'on tapait et puis où est-ce qu'il y a un prêtre dans le quartier? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des femmes qui aiment l'ubérisation beaucoup du sacré. On ne sait jamais. Ça peut être dangereux. Ah oui. Il pourrait y avoir des détournements de prêtres. Ah oui, avec des faux prêtres. Ou avec des femmes qui les séquestrent. Il y a des femmes qui aiment beaucoup les prêtres. C'est l'église, on vous indique où est l'église. On vous indique où est l'église avec un prêtre disponible et qui attend. surtout, voilà, qui est prêt à prendre vos confessions. D'accord. On continue avec une très bonne initiative. On en avait parlé au tout début dans Télématin, ça s'appelle Optimiam. C'est une application qui permettait de lutter contre le gaspillage et de savoir tous les commerces de bouche qui avaient encore du pain, des gâteaux disponibles. Et ils vous faisaient moins 50% juste avant de fermer en vous disant on ne veut pas les mettre à la poubelle, donc on vous les vend moins cher.
Regardez quelques images, ils ont eu une bonne idée, ils ont créé un frigo collaboratif où lorsque vous partez en week-end, lorsque vous avez des réserves chez vous, et vous les mettez dans ce frigo, l'idée c'est d'en avoir plein et les gens viennent se servir. C'est-à-dire que plutôt que de jeter les aliments dont vous n'allez pas vous servir, eh bien vous les mettez dans ce frigo Optimium et d'autres vont pouvoir en bénéficier. Stop au gaspillage, l'idée est bonne. Après, il faut trouver un moyen de faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul frigo, mais plein de frigos dans différentes villes de France. Et on termine avec? Non, on ne termine pas avec, j'en ai encore 3. J'ai essayé, hein. Je vais très vite, on enchaîne tout de suite avec un bar spécialement conçu pour tous ceux qui font un peu la fête, ceux qui sont en train de nous regarder et qui viennent tout juste de rentrer par exemple. Eh bien, il y a un bar qui a été créé à Amsterdam exprès pour vous permettre de vous remettre en forme. Donc ici, pas d'alcool, on teste votre alcoolémie dès que vous arrivez, on vous propose des matelas, des jus détox, des tisanes et on vous aide à vous remettre. On n'est pas obligé d'avoir une gueule de bois la veille, on peut y aller... Oui, enfin l'idée c'est de vous aider à être en meilleure forme, quoi. Quand vous avez un tout petit peu abusé. Ah bon? Voilà. D'accord. Quand vous n'avez pas suivi la consigne, buvez avec modération. Vous allez dans ce bar à Amsterdam. C'est fait quand même pour les gueules de bois, quoi. Un petit peu, tout petit peu. Et une dernière application, tous ceux qui ont l'habitude de faire des Skype, des FaceTime et qui ne se trouvent pas très beaux, on ne se trouve jamais très beau, il y a une marque de cosmétiques qui a créé une application qui va vous permettre de faire ces visioconférences tout en étant maquillé virtuellement. Donc vous sortez du lit, vous mettez un peu de blush, un peu de rímel et vous êtes tout de suite beaucoup plus fraîche. Et lorsque vous téléphonez à votre fiancé à l'autre bout du monde, voilà, il vous voit magnifique. Pas tel que vous êtes au réveil. Ah bon? Écoutez, ça dépend pour qui. À Télématin, on est toujours frais. Et je termine avec mes chouchous. On en a parlé il y a 2 semaines. Encore? Mais encore, c'est la 3e année, comme le livre d'Olivia. Le slip français s'associe au Téléthon pour créer un bonnet dont tous les bénéfices vont être versés à l'AFM. On avait fait voter les internautes cette année. Ils ont eu le choix entre 4 bonnets. Oui. Et donc, vous pouvez l'acheter. Ça y est, c'est celui-ci qui a gagné. Je suis d'accord. Il est beau. Il est joli. 35 €. Vous pouvez le commander sur Bonnet KissKissBankBank. unisexe, Vous voulez que je le mette ou on peut le porter, hein? Moi, je vais le mettre. Vous le portez, vous l'achetez, vous faites un petit hashtag bouge ton pompon. Moi, je le trouve absolument divin. C'est vendu, là. Regarde. Voilà, 35 €. Donnez-le à Alex Jaffray, parce que ce matin, il a des problèmes avec... Il est parti, il a monté sur sa mobilette. Il est tout doux. Il est génial, hein. Oh là là, laissez-le. Il faut exploser le compteur. On en est à... Ouais. Très bien. Très chaud. On en est déjà à 25 000 € connectés. On espère faire plus que l'année prochaine. On avait fait 150 000. Bravo, merci. On va s'intéresser maintenant à l'alimentation des ados. La légende urbaine dit qu'ils mangent pour la plupart pas très bien, c'est pas très nutritif tout ça, c'est pas très nourrissant. Donc on mange des hamburgers, des bonbons rigolos de toutes les couleurs, dans les fast-food, des kebabs frites. C'est très à la mode. Ah, très tendance le kebab chez les ados, ouais. Ah bon? Et il y a un livre qui paraît, là, qui pourrait leur expliquer comment on peut faire pour éviter ça dans l'assiette? L'alimentation santé des ados, mais pourquoi personne ne nous le dit? Ils ne sont pas assez informés, les ados, des allégations santé. Mais il faut savoir à leur décharge que les allégations santé, ça ne passe pas du tout dans leur mental, parce que leur dire tu auras du cholestérol à 40 ans si tu manges mal, mais alors c'est une galaxie, 40 ans, ben, ils ont vraiment de la marge, c'est dans un siècle pour eux, donc ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Cholestérol, je sais que cholestérol, ils ne savent pas. Donc c'est complètement décalé. Rien ne sert d'interdire le fast-food ou de dire à tout bout de champ que la viande de kebab, elle est pourrie, que les beignets, c'est chelou. Que de l'huile, de la graisse. Voilà. C'est relou, c'est chelou, ça passe pas. C'est un peu de la faute des parents aussi, non? Oui, en revanche, ce qui est audible, et c'est ça le message que doivent avancer les parents, en fait, c'est tu dois bien manger parce qu'il y a des intérêts. Alors, pour ton image de soi, pour ton allure, pour ta silhouette, pour tes boutons, ton acné, tes muscles, autant d'arguments qui sont relatifs à leur look, finalement. Et ça peut marcher parce qu'ils sont très intéressés par l'image qu'ils renvoient, leur acné, leurs muscles, ils sont assez musclés, les filles sont-elles assez fines. Donc ça a quand même une petite incidence. La concentration en cours, peut-être genre ça, ils s'en foutent royalement. La concentration, ça leur passe. En revanche, chercher des arguments. En revanche, le petit slim, le petit jean qu'il faut mettre chez les filles, ça passe pas mal. Et les boutons chez les garçons, ça aussi, ils sont assez intéressés. On a rencontré l'auteur de l'ouvrage.
Ouais, les jeunes, c'est difficile de leur faire manger autre chose que des bons burgers bien frais. Voilà, ils ont des habitudes alimentaires très ciblées. Alors je ne crois pas que l'adolescent soit concerné par les arguments santé concernant leur alimentation. Pour ne pas avoir d'acné, l'adolescent doit veiller à son alimentation et veiller surtout à ce qu'il y ait beaucoup de légumes, de végétaux et de préférence à chaque repas. Parce que ce sont des aliments qui vont venir favoriser l'équilibre du pH et surtout qui sont très anti-inflammatoires. Alors il ne s'agit pas d'interdire à l'adolescent de manger ce qu'il adore, les hamburgers, les beignets, etc. Mais simplement de lui dire de rajouter autant que possible et au maximum tous les aliments qui vont le protéger, donc fruits, légumes, légumineuses, qui vont venir contribuer à l'équilibre du pH et à faire tomber l'acidité. Tout ce qu'il aime est acide. Toute l'alimentation raffinée ou transformée est acide. Biscuits, biscottes, crackers, beignets, hamburgers, kebabs, tout ça est particulièrement acide. Et ne manger que ça va venir déséquilibrer le pH, va venir acidifier les équilibres corporels. Et il est important dès lors de restaurer tout ça par une alimentation beaucoup plus végétale. Pour que l'adolescent soit concentré et puisse être vraiment performant lors de ses études, l'adolescent doit préférer une alimentation qui va générer peu d'hypoglycémie déjà. Donc, peut solliciter son pancréas par des index glycémiques à chaque repas qui sont très tolérables, aux alentours de 50. À partir de là, le petit déjeuner doit être peu sucré et plutôt riche en protéines, œufs coques ou même fromage, avec un bon pain au levain. Et puis ajouter des noix aussi très riches en oméga 3 vont venir favoriser la concentration et la baisse du taux des sucres. Il y a beaucoup de choses qui les préoccupent à l'âge de la puberté, à l'âge de l'adolescence. C'est déjà tout ce qui touche à son aspect corporel, tout ce qui touche à sa séduction, à la qualité de sa peau, à sa silhouette. Et à partir du moment où on va donner des arguments qui contribuent à une meilleure image de soi, là, ça va être entendu. C'est bien ça, il faut commencer très tôt. Ouais, commencer très tôt. Attention au surplus de protéines, notamment chez les garçons. C'est que les hommes, habituellement, aiment bien manger la viande, les protéines. Les garçons aussi aiment beaucoup manger dans l'hamburger, le steak haché, le poulet dans le kebab, etc. Ça fait monter l'acidité, beaucoup trop de protéines, l'inflammation et, du coup, l'acné. Et les odeurs corporelles aussi, paraît-il. Vous mangez trop de protéines. Et en plus... ça aggrave les odeurs corporelles. C'est bon pour les hommes aussi. C'est terrible, ça. Ça devrait leur faire peur, non? C'est bien comme argument. L'argument séduction à mort. Tu vas faire fuir toute la classe. Voilà, c'est bien ça. Ouais. D'accord. Bon, allez, on